Venu pour cette conférence de presse où je vais confirmer ce que j'avais déjà dit d'ailleurs dès 2019, que j'étais candidat à l'élection présidentielle. Et donc je le reconfirme cette fois-ci, mais en assortissant cette conférence de presse d'un programme qui n'est pas le programme encore définitif, mais que vous avez peut-être pu voir pendant les quelques minutes où on vous a fait un petit peu attendre le temps que tout le monde arrive, et qui est un programme qui est quand même assez détaillé, qui est même très précis sur un certain nombre de choses. Je pense même qu'on peut dire que c'est un programme très riche en informations et en décisions qui ne sont pas des décisions floues, des propos généraux, des intentions. C'est toujours, comme je le souhaite, des choses extrêmement précises. Je voudrais en premier lieu attirer votre attention sur le fait que fondamentalement, qu'est-ce qui a guidé ce programme ? Premièrement, répondre à ce que veulent les Français, tel qu'en tout cas nous on le perçoit. Les Français, ils font passer année après année, message après message, un certain nombre de choses qu'ils veulent. Et donc on essaie de répondre à ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la démocratie. Demos kratos, le pouvoir du peuple. Et puis, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer donc de donner au pouvoir, au prochain président de la République, le pouvoir de répondre justement à ce que veulent les Français. C'est-à-dire lui donner les marges de manœuvre nécessaires. Et il y a deux grands types de marges de manœuvre. Il y a la marge de manœuvre juridique, c'est-à-dire arrêter d'être ligoté par absolument tous les traités, parce que l'on appelle l'état de droit. Il faudra d'ailleurs qu'on reparle peut-être de la question d'état de droit. Nous sommes pour l'état de droit, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose qui, à notre avis, surplombe l'état de droit, c'est la démocratie. Et on en est maintenant réduit à des choses où on a un conflit majeur entre un état de droit qui a été fixé, par exemple, des directives européennes, qui a été fixé par des commissaires européens non élus, et majoritairement d'ailleurs tout à fait qui ne sont pas français, et qui devrait s'imposer à la volonté du peuple souverain. C'est tout le problème, il est là. Hein. Et puis, il y a non seulement des marges de manœuvre juridiques à rendre au pouvoir politique, sinon on va réélire, quel que soit le prochain président, il fera la même chose que ses prédécesseurs. Il ne peut pas faire autrement. Et puis rendre également des marges de manœuvre budgétaires et financières. Et le premier aspect, le premier volet de ce plan, vous le noterez, concerne des économies tout à fait considérables qui sont faites. Alors, il s'agit pour l'instant de chiffrage encore provisoire. Nous ne sommes quand même que le 19 octobre. Vous avouerez que nous ne sommes pas en retard par rapport à d'autres. Moi, je me présente devant vous avec un programme. Je ne suis pas de ces candidats qui disent « je suis candidat, mais… » Au fait, pourquoi dire ? Ça rappelle, il y avait une citation, je crois, dans un film de Woody Allen, qui disait, il y avait un journaliste qui lui posait, il disait, sans avoir entendu la question, la réponse est oui, mais quelle est la question, quoi ? Donc la réponse est oui, je suis candidat, mais maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Donc on voit des candidats qui cherchent comme ça, qui font appel aux Français pour savoir ce qu'ils veulent. Non, nous, on se présente, nous, on a suffisamment travaillé, on croit suffisamment comprendre quels sont les problèmes de la France, pour proposer aux Français, puis ils verront. En attendant, nous avons des économies tout à fait considérables et qui seront affinées dans les semaines qui viennent, mais qui vont donner des marges de manœuvre absolument fondamentales au gouvernement. Je citerai notamment la sortie de l'Union européenne qui nous fait une économie minimum de 12 milliards d'euros par an, la suppression des régions qui nous fait une économie minimum de 5 milliards d'euros par an, la sortie de l'OTAN qui nous fait des économies minimum de 400 millions d'euros par an, une réduction substantielle des députés et des sénateurs de 30% qui nous fait des économies de plusieurs centaines de millions d'euros. Je citerai également la fin du CICE pour les grandes entreprises, ça fait 10 milliards d'euros d'économies. Je citerai aussi le fait, alors vous savez qu'en économie, c'est pas comme un compte de ménagère. C'est que quand vous prenez des mesures en économie, elles ont un impact sur l'état de l'économie. Et nous,
comme nous proposons la sortie de l'euro, et que le franc nouveau se dépréciera sans doute 10 à 15% par rapport à la valeur actuelle du cours du dollar, eh bien, cela dopera de façon colossale les exportations françaises. Et si je reprends l'étude qui avait été faite il y a déjà quelques années par Jacques Sapir et Philippe Murer, nous anticipons la création en 2 ou 3 ans facilement de plus d'1 million d'emplois. Ce qui signifie 1 million de cotisations patronales en plus, donc une augmentation des recettes, et 1 million de versements de prestations chômage en moins. Ce qui permet un rééquilibrage des comptes sociaux. Je ne parle pas non plus du fait qu'un pays qui retrouve sa souveraineté et son indépendance, c'est un peu comme à la libération de Paris. Et d'ailleurs, ça crée une espèce d'enthousiasme. Et vous savez que l'économie n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Lorsque, par exemple, les Suédois, le 14 septembre 2003, lors d'un référendum, ont refusé d'entrer dans l'euro, on leur avait promis l'apocalypse. En fait, tout le monde avait dit la couronne suédoise va s'effondrer. Ben non. Le lendemain, la couronne suédoise montait sur les marchés financiers internationaux. Et ceux qui avaient spéculé contre l'euro étaient obligés de dénouer en catastrophe les positions qu'ils avaient prises, qui avaient fait monter la couronne suédoise. Et en fait, on a assisté à une très bonne tenue de l'économie suédoise, qui est un pays de 9 millions d'habitants et qui a sa monnaie et qui se porte finalement mieux que les autres pays de l'Union européenne en moyenne, en tout cas mieux que la France. Pareil d'ailleurs pour le Royaume-Uni. Je rappelle quand même qu'on nous explique que le Brexit serait une catastrophe, mais rappelez-vous ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit que on verrait des centaines de milliers de gens de la City traverser la Manche comme ça, égarés. Monsieur Macron avait dit qu'il allait mettre le tapis rouge. Ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Britanniques, qui attendaient 4 millions de demandes de régularisation pour des étrangers vivant sur place, de visas à long terme, en ont enregistré 6 millions. On constate que les migrants ne veulent pas fuir le Royaume-Uni, ils veulent y aller. On constate que le taux de croissance au Royaume-Uni est nettement supérieur au taux de croissance français. Et l'on constate que le chômage est de 4,6%, je parle des chômeurs de catégorie A, au sens du Bureau international du travail, quand nous en sommes à 8%. Alors, ces économies considérables sont une chose, et pour le programme, il est structuré avec 27 plus une proposition. Évidemment, un petit clin d'œil pour ceux qui se rappellent qu'il y avait 28 États dans l'Union européenne et qu'il n'y en a plus que 27. On peut le présenter de diverses façons, mais comme je ne veux pas vous infliger une lecture des 27 points plus le dernier, parce que vous trouverez que je suis trop bavard, c'est un reproche que l'on me fait souvent, je dirais simplement de façon, je vais essayer de résumer un petit peu ça en classant ça sous 3 têtes de chapitre: liberté, égalité, fraternité.